Je m'appelle Mario, j'ai 33 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma réussite financière deviendrait le fossé qui diviserait ma famille. Pendant 6 ans, j'ai payé l'hypothèque de la maison de mes parents sans jamais me plaindre, heureux de donner en retour aux personnes qui m'avaient élevé. Mais tout a changé ce soir-là. Ma mère a hurlé ces mots qui résonnent encore dans ma tête, « Tu es un ingrat. Sors d'ici et ne reviens jamais ». Elle était loin de se douter à quel point elle regretterait rapidement ces paroles. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous visionnez la vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et préparez-vous pour une histoire qui montre comment les personnes les plus proches de nous peuvent parfois prendre notre générosité pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. J'ai grandi dans un quartier modeste de Portland, où mes parents, Teresa et Frank, travaillaient dur pour nous offrir, à mon jeune frère Lucas et à moi, une vie confortable. Papa dirigeait une petite entreprise d'impression tandis que maman travaillait à temps partiel comme assistante administrative. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais nous n'avons jamais manqué de l'essentiel. Ils m'ont inculqué dès mon plus jeune âge la valeur du travail acharné et de l'épargne. Même enfant, j'étais fasciné par le monde des affaires et l'immobilier. Alors que les autres enfants collectionnaient les cartes de baseball ou les jeux vidéo, je découpais des articles de journaux sur les développements immobiliers et les ouvertures de commerces locaux. À 13 ans, je tondais des pelouses et déblayais la neige pour économiser de l'argent. Mes parents trouvaient cela mignon, mais ils ne se rendaient pas compte que j'étais très sérieux quant à mon avenir. Le lycée a été sans histoire sur le plan social pour moi, mais sur le plan académique, j'ai excellé. Je travaillais les week-ends dans le magasin de bricolage local, économisant chaque centime pour l'université. Lorsque j'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse partielle, j'étais extasié. Même avec la bourse, l'université n'était pas donnée, j'ai donc jonglé entre 3 emplois à temps partiel tout en maintenant un emploi du temps d'études complet. Mes colocataires faisaient la fête pendant que je travaillais de nuit dans un restaurant ouvert 24h/24, livrais des pizzas le week-end et donnais des cours particuliers aux autres étudiants entre 2 cours. Ces 4 années ont été exténuantes, mais j'ai obtenu mon diplôme en commerce avec un minimum de prêts étudiants et une offre d'emploi dans une société de services financiers à Seattle. Mon salaire de départ n'était pas impressionnant, mais je vivais frugalement, partageant un appartement avec 2 autres gars et apportant mon déjeuner tous les jours. J'étudiais pour obtenir des certifications supplémentaires la nuit, me portais volontaire pour des projets supplémentaires au travail, et en l'espace de 3 ans, j'ai été promu 2 fois. À 25 ans, j'avais économisé suffisamment pour l'apport personnel d'un petit appartement. Rien de luxueux, mais c'était le mien, et je me sentais fier chaque fois que je tournais la clé dans la serrure. Ma carrière a continué de progresser, et à 27 ans, je gérais une équipe et gagnais un salaire très confortable à 6 chiffres. La vie se déroulait comme prévu. Puis tout a basculé pour ma famille. L'imprimerie de papa luttait depuis des années alors que tout devenait numérique, mais il a refusé de s'adapter. Finalement, l'entreprise a coulé, emportant leurs économies avec elle. À 59 ans, papa s'est retrouvé au chômage avec des compétences dépassées et une hypothèque qu'il pouvait à peine s'offrir. Le travail à temps partiel de maman ne suffisait pas à couvrir leurs dépenses, et ils avaient 3 mois de retard sur leur paiement lorsqu'ils m'ont enfin appelé en larmes. Je suis rentré chez eux ce week-end-là et j'ai été choqué par leur situation. Des factures impayées recouvraient la table de la cuisine et le réfrigérateur était presque vide. Sans hésiter, j'ai fait un chèque pour remettre leur hypothèque à jour et j'ai mis en place des paiements automatiques depuis mon compte bancaire. Juste le temps que ton père trouve un nouvel emploi, m'a dit maman en me serrant fort dans ses bras. Nous te rembourserons jusqu'au dernier centime. C'était censé être temporaire. 6 mois tout au plus. Papa trouverait du travail, il se remettrait sur pied, et je me concentrerais à nouveau sur mon propre avenir. Mais 6 mois se sont transformés en 1 an, puis 2. Chaque fois que papa avait un entretien d'embauche, quelque chose tournait mal. L'entreprise réduisait ses effectifs. Le poste était pourvu en interne. Il était surqualifié. Pendant ce temps, les heures de maman ont été réduites, ajoutant encore plus de pression. Cela ne me dérangeait pas au début. Je réussissais bien et aider mes parents me faisait du bien. Ils s'étaient sacrifiés pour moi en grandissant, et je pouvais maintenant renvoyer l'ascenseur. Mais au fil du temps, j'ai remarqué de subtils changements dans leur attitude, en particulier celle de maman. Ce qui avait commencé comme une gratitude émue s'est transformé en une exigence. Lorsque je leur rendais visite, elle mentionnait de manière décontractée d'autres dépenses avec lesquelles ils avaient du mal,
insinuant les choses jusqu'à ce que je propose mon aide. Papa semblait mal à l'aise avec cet arrangement, mais ne contredisait jamais maman. Au bout de la 3e année où je payais leur hypothèque, j'ai remarqué que maman avait renuméroté et redécoré le salon avec de nouveaux meubles coûteux. Lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, elle a balayé ma question d'un geste de la main. Nous méritons quelques jolies choses, Mario. La vie a été si difficile ces derniers temps. Papa a évité mon regard pendant cette conversation, préférant fixer le nouveau téléviseur de 60 pouces. J'ai essayé d'aborder le sujet de leur plan financier à plusieurs reprises, en posant des questions sur la recherche d'emploi de papa ou en suggérant à maman de chercher un travail à plein temps. Ces conversations se terminaient toujours par une crise de larmes de maman, me rappelant à quel point il s'était sacrifié pour moi en grandissant. Après tout ce qu'on a fait pour toi, disait-elle, c'est la moindre des choses que tu puisses faire. C'était efficace pour couper court à toute discussion sur une modification de notre accord. À la 5e année, les paiements d'hypothèque étaient simplement devenus une facture de plus dans mon budget mensuel. J'y pensais rarement, même si le montant que j'avais dépensé pour les soutenir dépassait largement les 6 chiffres. C'étaient mes parents après tout. Que pouvais-je faire d'autre? Mais un sentiment persistant grandissait en moi. Le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Je n'étais simplement pas encore prêt à l'admettre. Tout a commencé à changer lorsque j'ai rencontré Sophia lors d'un événement caritatif organisé par mon entreprise. Intelligente, compatissante et rafraîchissamment directe, elle travaillait comme psychologue pour enfants et avait une façon de voir à travers les apparences qui m'impressionnait autant qu'elle m'intimidait. Notre premier rendez-vous s'est transformé en un 2e, puis un 3e, et avant que je ne m'en rende compte, nous passions tous nos week-ends ensemble. Après 4 mois de relation, je l'ai enfin emmené rencontrer mes parents. La visite a assez bien commencé, maman ayant préparé ses lasagnes signature et papa montrant à Sophia sa collection de disques de jazz vintage. Mais j'ai remarqué le sourire crispé de maman chaque fois que Sophia parlait de sa carrière ou de notre relation. La tension était palpable. Sur le trajet du retour vers Seattle, Sophia était inhabituellement silencieuse. Lorsque je lui ai demandé ce qui ne allait pas, elle a hésité avant de répondre. « Mario, est-ce que ta mère t'a toujours parlé de cette façon ?» « De quelle façon ?» ai-je demandé, véritablement confus. « Comme si tu lui devais quelque chose. » J'ai compté 6 fois où elle a mentionné tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi, et 4 fois où elle a évoqué ton obligation envers la famille. Elle s'est tournée vers moi et a ajouté, et la façon dont elle a changé de sujet quand tu as mentionné la possibilité de réduire ton soutien financier. C'était tellement manipulatoire. J'ai défendu mes parents d'instinct, expliquant leurs difficultés financières et mon désir de les aider. Mais les observations de Sophia sont restées gravées dans mon esprit. Étais-je manipulé? J'ai chassé cette pensée. Ces meux étaient mes parents, pas des escrocs. 2 semaines après cette visite, j'ai obtenu une promotion majeure au travail. Le nouveau poste s'accompagnait de nettement plus de responsabilités et nécessitait des déplacements occasionnels, mais l'augmentation de salaire était substantielle. Lorsque j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle, la première question de maman n'a pas porté sur mon nouveau rôle ni sur ce que je ressentais. « C'est merveilleux, mon chéri. Combien vas-tu gagner de plus ?» a-t-elle demandé, sans même essayer de masquer son intérêt. « Environ 30% de plus », ai-je répondu, regrettant immédiatement mon honnêteté. « C'est le moment parfait. Ton père et moi pensions faire quelques rénovations dans la maison. La salle de bain est si démodée, et tu sais à quel point le dos de ton père le fait souffrir. Une baignoire à portée aiderait vraiment. » J'ai ressenti une oppression familière dans la poitrine. « Maman, cette promotion signifie plus d'heures de travail et plus de stress. Je pensais plutôt placer cet argent supplémentaire sur mon compte de retraite. » Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant. Lorsqu'elle a enfin parlé, sa voix avait ce ton blessé que j'avais appris à redouter. « Je vois. Ta retraite est plus importante que la santé de ton père. Je comprends. » Au moment où j'ai raccroché, j'avais d'une manière ou d'une autre accepté d'augmenter ma contribution mensuelle à leurs dépenses. Sophia m'a trouvé assis dans le noir sur mon balcon ce soir-là, une bière intacte se réchauffant dans ma main. Je lui ai raconté la conversation, m'attendant à de la sympathie. Au lieu de cela, elle s'est assise en face de moi, l'expression sérieuse. « Mario, tu te rends compte de ce qui se passe. Ils utilisent la culpabilité pour te contrôler financièrement. Ce n'est pas ce que font des parents aimants. » Ces mots m'ont piqué parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison.
Mais l'admettre signifiait affronter une vérité douloureuse sur les personnes que j'aimais le plus. J'ai donc changé de sujet, et Sofia a été assez sage pour ne pas insister. La situation s'est encore compliquée lorsque mon frère Lucas a perdu son appartement et est revenu habiter chez nos parents. À 30 ans, il n'avait jamais occupé d'emploi stable, oscillant entre des petits boulots à temps partiel et des projets d'entrepreneuriat qui ne se sont jamais concrétisés par un véritable revenu. Il vivait désormais gratuitement dans notre maison d'enfance, s'ajoutant aux dépenses que je couvrais. Lors d'une de mes visites, j'ai découvert que Lucas avait converti le garage en studio de musique avec du matériel qui avait dû coûter des milliers de dollars. Lorsque j'ai posé des questions à ce sujet, maman a sauté à sa défense. Il a besoin d'exprimer sa créativité, Mario. Tout le monde ne peut pas être un robot d'entreprise comme toi. La remarque a fait mal, mais j'ai ravalé ma réponse. Plus tard dans la nuit, j'ai surpris une conversation entre maman et Lucas dans la cuisine. « Ne t'inquiète pas pour Mario, disait-elle. Il gagne bien sa vie. Il est juste radin parfois. Je sais comment m'y prendre avec lui. » Leur rire m'a fait l'effet d'un coup de poignard dans le ventre. Alors que ma relation avec Sofia s'approfondissait, mon temps devenait de plus en plus partagé entre le travail, elle et mes obligations envers ma famille. Les appels de maman devenaient plus fréquents et plus exigeants. Si je manquais le dîner du dimanche à cause du travail, je recevais des messages culpabilisants sur mes priorités changeantes. Si jamais Sofia, maman faisait des remarques passives-agressives sur les personnes extérieures qui ne comprenaient pas les affaires de famille. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai dû annuler une visite en raison d'une urgence au travail. Un client majeur menaçait de retirer son compte et je devais m'envoler pour Chicago au dernier moment. Maman était furieuse. « Ton père avait hâte de te voir toute la semaine. Comment peux-tu être aussi égoïste ?» Pour la première fois, j'ai répliqué. « Maman, c'est ma carrière. Je ne peux pas tout abandonner parce que papa veut regarder le football avec moi. »« Ta carrière ? Ta carrière, a-t-elle imité. Et ta famille ? C'est nous qui t'avons toujours soutenu. Et c'est comme ça que tu nous récompenses, en nous abandonnant pour une réunion ? Je n'abandonne personne, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Je paye littéralement votre hypothèque. En quoi est-ce un abandon ? Oh, alors maintenant tu nous jettes ça à la figure. Charmant, Mario. Vraiment charmant. Elle m'a raccroché au nez. Ce soir-là, Sofia m'a trouvé en train de calculer exactement combien j'avais dépensé pour soutenir mes parents au fil des ans. Le chiffre m'a donné la nausée, plus de 120 000 $, sans compter les cadeaux, les courses que j'achetais lors de mes visites ou les repas au restaurant que je payais toujours. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse avec eux, a dit doucement Sofia. Ce n'est pas viable, ni émotionnellement ni financièrement. J'ai hoché la tête, enfin prêt à affronter ce que j'évitais depuis des années. Tu as raison. Cela doit changer. Sofia et moi parlions d'emménager ensemble depuis des semaines. Son bail se terminait bientôt et cela tombait sous le sens, tant sur le plan affectif que financier. Un soir, alors que nous parcourions des annonces d'appartements en ligne, elle s'est arrêtée et m'a regardé sérieusement. Avant de faire cela, j'ai besoin de savoir que nous construisons notre vie ensemble, et pas seulement en train d'ajouter une autre obligation financière à ton emploi du temps, a-t-elle dit. J'aime ta générosité, mais je suis inquiète pour ta situation familiale. Ces mots ont cristallisé ce que je ressentais sans pouvoir l'articuler. Je portais mes parents financièrement au détriment de mon propre avenir et potentiellement de ma relation avec Sofia. Je vais leur parler ce week-end, ai-je décidé. Leur parler vraiment d'un plan pour qu'ils deviennent financièrement indépendants. J'ai passé des heures à préparer ce que j'allais dire, écrivant même des points clés sur des fiches comme si je me préparais à une présentation d'entreprise. Sofia m'a aidé à m'entraîner en jouant le rôle de ma mère défensive avec une précision dérangeante. Le dimanche matin, lorsque nous sommes allés chez mes parents, je me sentais aussi près que possible. J'avais demandé à maman de préparer son rôti de bœuf, le plat préféré de mon père, en espérant que la bonne nourriture créerait une atmosphère positive. Lorsque nous sommes arrivés, la maison sentait bon et maman nous a accueillis chaleureusement, trop chaleureusement. Son étreinte trop enthousiaste et la façon dont elle a foudroyé Sofia du regard quand je ne la regardais pas ont immédiatement mis mes nerfs à vif. Lucas était là aussi, ce à quoi je ne m'attendais pas. Il était avachi sur le canapé, ne saluant notre arrivée que par un simple hochement de tête. Papa, au moins, semblait véritablement heureux de nous voir,
donnant à Sophia une étreinte paternelle qui m'a fait sourire malgré mon anxiété. Le dîner a commencé de manière assez plaisante. Nous avons discuté de sujets sans risque, le jardin de papa, le travail de Sophia avec les enfants, le temps inhabituellement doux. J'ai attendu que nous soyons au dessert avant de me racler la gorge. Je voulais vous parler de quelque chose d'important, ai-je commencé, ma bouche soudainement sèche. C'est à propos de notre arrangement financier. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Le sourire de maman a disparu et papa est devenu très intéressé par sa tarte aux pommes. Lucas a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. J'ai été heureux de vous aider ces 6 dernières années, ai-je continué. Mais je pense qu'il est temps de discuter d'un plan de transition. J'aimerais vous aider à redevenir financièrement indépendant. Maman a posé sa fourchette avec une lenteur calculée. Qu'est-ce que tu es en train de dire exactement, Mario? Je dis que j'ai besoin de commencer à me concentrer sur mon propre avenir. Sophia et moi devenons sérieux et je. Maman l'a interrompu, la voix vive. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Elle ne veut plus que tu aides ta famille. Sophia s'est raidie à mes côtés mais est restée silencieuse, comme nous l'avions convenu. Cela n'a rien à voir avec Sophia, ai-je dit fermement. Il s'agit de créer une situation durable pour tout le monde. Papa, tu es sans travail depuis 6 ans maintenant. Il y a des emplois qui seraient parfaits pour tes compétences. Papa semblait mal à l'aise mais a légèrement hoché la tête. J'ai cherché, mon fils. Ce n'est pas facile à mon âge. As-tu vraiment cherché, ai-je demandé doucement. Parce que d'après ce que je vois, tu n'as pas eu d'entretien depuis plus d'1 an. Comment oses-tu, est intervenue maman. Ton père a postulé à des dizaines de postes. Ce n'est pas sa faute si les employeurs font de la discrimination envers les travailleurs âgés. Je comprends cela, maman. Mais il y a des options que nous n'avons pas explorées, des programmes de reconversion, du travail à temps partiel pour commencer, peut-être même relancer une petite entreprise, mais avec des services actualisés. Alors maintenant tu es un expert en carrière? A snobé Lucas. Le fils prodigue a toutes les réponses. Je l'ai ignoré, restant concentré sur nos parents. Et maman, tu travailles 20 heures par semaine. Y a-t-il une raison pour laquelle tu n'as pas cherché un emploi à plein temps? Son visage s'est empourpré. J'ai des problèmes de santé, comme tu le sais très bien. Mon médecin m'a conseillé de limiter mes heures de travail. C'était nouveau pour moi. Quel problème de santé? Tu n'as jamais mentionné le moindre diagnostic. Je n'ai pas à me justifier sur ma situation médicale devant toi, a-t-elle aboyé. Le fait est que nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, habillé, payé tes études. Vous ne m'avez pas payé mes études, l'ai-je corrigé. J'ai cumulé 3 boulots et j'ai eu des bourses. Nous t'avons donné un toit. Nous avons soutenu tes rêves quand tous les autres disaient qu'ils n'étaient pas réalistes. Et maintenant que nous avons besoin d'un peu d'aide, tu nous abandonnes parce que ta petite amie pense que nous sommes un fardeau. J'ai senti mes arguments soigneusement préparés s'effondrer sous le poids de son attaque émotionnelle. Ce n'est pas ce qui se passe, maman. Je pense juste que 6 ans de soutien étaient censés être temporaires. Et combien tu gagnes maintenant, Mario, a-t-elle interrompu. Un salaire à 6 chiffres, n'est-ce pas? Plus d'argent que ton père et moi n'en avons jamais vu de toute notre vie. Et tu te plains d'aider les gens qui t'ont donné la vie. Je ne me plains pas. J'essaie d'avoir une conversation d'adulte sur le fait de nous couper les vivres parce qu'elle veut notre argent, a dit maman en pointant Sophia avec sa fourchette à dessert. Teresa, a dit doucement papa. Ce n'est pas juste. Oh, alors tu prends son parti maintenant? Après tout ce qu'on a fait pour lui, après tous nos sacrifices. La voix de maman montait régulièrement. Il ne s'agit pas de prendre parti, ai-je réessayé. Il s'agit de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde sur le long terme. Maman s'est levée d'un coup, sa chaise raclant bruyamment le sol. Je sais exactement de quoi il s'agit. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant avec ton boulot chic, ta copine chic et ton condo chic. Tu as oublié d'où tu viens. Maman, s'il te plaît, calme-toi, ai-je dit, sentant la conversation m'échapper complètement. Je suggère juste que nous établissions un calendrier pour... Un calendrier pour abandonner ta famille, a-t-elle hurlé. Après tout ce qu'on a fait pour toi, espèce de garçon ingrat et égoïste. Je vous ai donné plus de 120 000 $, ai-je lancé, ma propre voix montant désormais.
En quoi est-ce être ingrat? La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le visage de papa a pâli et même Lucas avait l'air sous le choc. Clairement, il ne s'était pas rendu compte du montant total. Tu comptes, a chuchoté maman comme si j'avais confessé un crime horrible. Tu as gardé une trace de chaque centime que tu as donné à tes propres parents. Ce n'est pas la question, ai-je fait marche arrière, réalisant mon erreur. Je dis juste que j'ai été heureux de vous aider, mais que c'était censé être temporaire. Alors sors d'ici. La voix de maman était soudainement glaciale. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Tu es un ingrat. Sors d'ici et ne reviens jamais. Son visage était déformé par la rage. Si nous sommes un tel fardeau pour toi, alors va-t'en. Va vivre ta vie parfaite avec elle et oublie que tu as jamais eu une famille. Teresa, pour l'amour de Dieu, est enfin intervenu papa, mais c'était trop tard. Je me suis levé lentement, me sentant engourdi. Sophia s'est levée à mes côtés, sa main cherchant la mienne. Je pense que nous devrions partir, a-t-elle dit doucement. Oui, emmène-le, a craché maman. Tu as obtenu ce que tu voulais. J'ai regardé mon père, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il lui tiendrait tête, mais il est juste resté assis là, l'air déchiré et misérable. Lucas arborait un sourire arrogant, profitant manifestement du drame. Dans ce moment, j'ai vu ma famille clairement pour peut-être la première fois, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Sans un mot de plus, Sophia et moi sommes sortis par la porte d'entrée, la refermant doucement derrière nous. Dans la voiture, je suis resté assis, les mains crispées sur le volant, trop sonné pour conduire. « Est-ce que tu vas bien ?» a demandé Sophia, la voix douce. Je n'allais pas bien. Pas du tout. Mais j'ai hoché la tête quand même, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de la maison que je soutenais financièrement depuis 6 ans. Je ne me suis pas retourné. Les premiers jours après l'explosion ont été un flou artistique. J'ai fait acte de présence au travail, assisté aux réunions, répondu aux emails, mais à l'intérieur, je me sentais vide. 6 ans de soutien financier, et voilà comment cela se terminait, avec ma mère me hurlant de sortir et de ne jamais revenir. L'injustice de la situation me brûlait la poitrine, mais en dessous se cachait une douleur plus profonde, la réalisation que ma famille ne m'aimait peut-être pas de la manière dont j'avais toujours cru qu'elle m'aimait. Sophia a été mon roc pendant cette période. Elle m'a suggéré d'emménager chez elle immédiatement plutôt d'attendre la fin de son bail. Inutile de payer 2 loyers alors que nous sommes ensemble tous les soirs de toute façon, a-t-elle raisonné. Mais nous savions tous les deux la vraie raison, elle ne voulait pas que je reste seul avec mes pensées. Mon téléphone est resté désespérément silencieux. Pas d'appel d'excuse de papa. Pas de SMS de maman disant qu'elle avait surréagi. Pas même un message sarcastique de Lucas. Ce silence en disait long. Ils attendaient que je cède, que je m'excuse, que je revienne en rampant et supplie leur pardon pour mon ingratitude. Cette pensée me levait le cœur. Une semaine après la confrontation, j'ai pris rendez-vous avec Janet, une conseillère financière que j'avais rencontrée dans le cadre de mon travail. Elle a examiné ma situation financière avec un détachement professionnel, notant le drainage significatif que le soutien à mes parents avait imposé à mes objectifs à long terme. Sur la base de vos revenus et dépenses actuels, vous devriez avoir environ 300 000 $ de plus en épargne retraite et investissement que ce que vous avez actuellement, a-t-elle observé, tournant son écran d'ordinateur pour que je puisse voir les projections. C'est le coût d'opportunité du soutien que vous avez fourni. Le chiffre m'a stupéfié. Pas seulement l'argent que je leur avais directement donné, mais ce que cet argent aurait pu devenir s'il avait été investi sur la même période. Des années d'intérêts composés perdus à jamais. Et si je continue au rythme actuel, ai-je demandé, redoutant la réponse. Janet a fait les calculs. En supposant que vous mainteniez ce niveau de soutien pendant encore une décennie jusqu'à ce que vos parents atteignent l'âge de la retraite à taux plein, vous envisagez une perte potentielle de plus de $1 million en actifs futurs. $1 million. Ma sécurité financière à la retraite, les fonds d'études de mes futurs enfants, la maison de nos rêves dont Sophia et moi avions timidement discuté. Tout cela sacrifié sur l'autel de l'obligation familiale. Que me conseilleriez-vous, ai-je demandé, me sentant légèrement malade. Janet a été diplomate mais directe. D'un point de vue purement financier, cet arrangement n'est pas viable et impacte gravement votre avenir. Vous devez établir des limites. Des limites. Le mot a résonné en moi.
Quelle limite avais-je établie avec ma famille? Aucune. Je leur avais laissé un accès illimité à mes finances, mon temps, mon énergie émotionnelle, et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Être mis à la porte de la maison que je payais. Ce soir-là, j'ai raconté le rendez-vous à Sophia. Janet dit que j'ai besoin de limites, ai-je dit, assimilant encore tout cela. Janet a raison, a répondu Sophia. Mais les limites ne sont pas seulement financières, Mario. Elles sont aussi émotionnelles. Ta mère te manipule émotionnellement depuis des années. C'est une accusation forte, ai-je dit pour me défendre, les vieilles habitudes ayant la vie dure. L'est-ce vraiment, a-t-elle répliqué. Pense à la façon dont elle réagit quand tu essaies de discuter d'une réduction du soutien. Les larmes, les culpabilisations, les accusations. C'est de la manipulation pure et simple. J'ai pensé aux références fréquentes de maman à tout ce qu'ils avaient fait pour moi. La façon dont elle recadrait toute tentative de discussion comme une preuve d'ingratitude, les pics subtils sur mes choix de carrière tout en bénéficiant simultanément des revenus que ces choix procuraient. Le creux dans mon estomac s'est creusé. Je dois arrêter les virements automatiques, ai-je dit soudainement, la décision se cristallisant dans mon esprit. Tu en es sûr, a demandé Sophia, non pas en désaccord, mais en voulant s'assurer que j'en étais certain. Oui, je ne peux pas continuer à entretenir cette situation. Et honnêtement, après ce que maman a dit, pourquoi continuerais-je à payer l'hypothèque d'une maison où je ne suis pas le bienvenu? Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et j'ai interrompu le virement automatique qui payait l'hypothèque de mes parents depuis 6 ans. Le représentant du service client m'a demandé si je voulais programmer une nouvelle date de paiement. Non, ai-je dit fermement. J'interromps les paiements de manière permanente. Ces mots m'ont semblé à la fois terrifiants et libérateurs. J'ai attendu les retombées, m'attendant à un appel immédiat lorsque le paiement n'arriverait pas le premier du mois. Mais à nouveau, le silence. Les jours ont passé. Une semaine, toujours rien. Une partie de moi était soulagée, mais une autre était intriguée. Avait-il d'une manière ou d'une autre trouvé l'argent pour effectuer le paiement eux-mêmes? Avait-il enfin réalisé que notre arrangement n'était pas viable? En attendant l'inévitable confrontation, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Sophia et moi nous sommes installés dans notre appartement commun, fusionnant nos livres et nos meubles, établissant de nouvelles routines ensemble. J'ai revu Janet pour créer un plan de redressement financier, augmentant mes cotisations de retraite et ouvrant un compte d'investissement dédié pour récupérer une partie des coûts d'opportunité perdus. J'ai également commencé à consulter le Dr Williams, un thérapeute recommandé par Sophia. Nos séances ont été inconfortables au début. Je n'avais pas l'habitude de discuter de mes sentiments ou d'analyser la dynamique familiale, mais lentement, j'ai commencé à reconnaître des schémas qui m'étaient invisibles auparavant. Ce que vous décrivez ressemble à de l'abus financier, a dit le Dr Williams lors d'une séance, d'un ton neutre. Abus, j'ai répété le mot, le trouvant trop dur. Ce sont mes parents. Je suis resté avec cette vérité inconfortable pendant plusieurs jours, la tournant et la retournant dans mon esprit, examinant mon histoire familiale à travers cette nouvelle lorgnette. Les signes avaient toujours été là. Maman contrôlant les finances familiales même lorsque papa était le soutien principal. Ses goûts coûteux malgré leurs revenus modestes. La façon dont l'argent était tour à tour utilisé comme une arme et brandi au-dessus de ma tête pendant mon enfance. Nous n'avons pas les moyens pour ça, quand c'était quelque chose que je voulais. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours de l'argent pour les choses qu'elle jugeait importantes. 2 semaines après avoir arrêté les paiements d'hypothèque, je commençais à espérer que mes parents avaient accepté la nouvelle réalité. Peut-être prenaient-ils enfin la responsabilité de leurs propres finances. Peut-être que l'explosion avait été un mal pour un bien, forçant un changement nécessaire. Puis mon téléphone a vibré avec un SMS de papa, « Pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ? Nous avons reçu un avis de retard de la banque. Appelle-moi dès que possible. » Pas d'excuses, pas de prise en compte de ce qui s'était passé, juste l'attente que je continue mon soutien financier malgré le fait qu'on m'ait dit de sortir et de ne jamais revenir. J'ai fixé le message pendant un long moment, des émotions conflictuelles se battant en moi. L'ancien Mario aurait immédiatement appelé, s'excusant pour l'oubli et organisant un paiement. L'ancien Mario aurait fait n'importe quoi pour éviter un conflit avec sa famille. Mais je n'étais plus cette personne. Après avoir consulté Sophia et pris une profonde inspiration, j'ai tapé une réponse simple, « Oh, je pensais que je n'étais pas le bienvenu. » Maman l'a dit très clairement quand elle m'a dit de sortir et de ne jamais revenir.
Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis parti faire une longue course à pied, sachant que lorsque je le rallumerais, ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque je suis rentré de ma course et que j'ai rallumé mon téléphone, il a failli me filer des mains tellement il vibrait sous les notifications, 6 appels manqués de papa, 8 de maman, 3 messages vocaux, 13 SMS. Ma famille avait collectivement perdu la tête. J'ai d'abord fait défiler les SMS, observant la progression de la confusion à la colère, puis à la panique et au marchandage. Papa, de quoi tu parles? Bien sûr que tu es le bienvenu. Ta mère était juste contrariée. Maman, c'est un comportement enfantin, Mario. Allume ton téléphone et appelle-nous immédiatement. Papa, la banque dit que nous avons 15 jours de retard. Cela va nuire à notre code de crédit. Maman, après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous récompenses? En essayant de nous rendre sans abri? Lucas, bien joué, frérot. Maman fait une crise de nerfs complète. J'espère que tu es content. Papa, s'il te plaît, mon fils. Nous devons parler de ça. Nous pouvons trouver une solution. Maman, si tu ne nous rappelles pas tout de suite, ne te donne plus la peine de nous appeler un jour. Le dernier m'a fait rire tout au malgré tout. N'était-ce pas précisément ce qu'elle m'avait dit 2 semaines plus tôt? De sortir et de ne jamais revenir? La dissonance cognitive était sidérante. Les messages vocaux étaient pires. Maman alternait entre sanglots et hurlements, m'accusant d'abandon, d'ingratitude et d'être complètement sous le contrôle de cette femme. Papa semblait vaincu, suppliant plutôt qu'exigeant, ce qui était d'une certaine manière plus difficile à entendre. Lucas, comme on pouvait s'y attendre, a juste appelé pour me dire que je gâchais la vie de tout le monde et que je devrais me comporter en homme et prendre soin de la famille. Sophia m'a trouvé assis sur notre balcon, téléphone en main, fixant le vide. À ce point-là, a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. Pire, ai-je admis. Ils agissent comme si j'étais le méchant dans cette histoire, comme si je les avais piégés avec cette décision. Ce n'est pas surprenant, a-t-elle dit. Tu as perturbé le statu quo. Ils paniquent parce que leur gagne-pain a soudainement disparu. Ce sont mes proches, pas des parasites, ai-je protesté. Les loyautés anciennes ont la vie dure, a-t-elle répliqué. La famille ne se traite pas comme un distributeur automatique de billets. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était la question à $1 million. Je ne pouvais pas simplement les ignorer pour toujours, aussi tentant que cela puisse être. Mais je ne pouvais pas non plus revenir à la situation antérieure. Le cercle vicieux devait être brisé pour le bien de tous. Je pense que je dois les rencontrer, ai-je décidé. Mais selon mes conditions, pas les leurs, et avec des limites claires établies au préalable. J'ai envoyé un SMS à papa, je suis prêt à vous rencontrer pour discuter de la situation, mais pas chez vous. Retrouvons-nous au parc Riverside samedi à 14 h. J'amènerai ma conseillère financière pour nous aider à créer un plan de transition. Sa réponse a été immédiate, pourquoi avons-nous besoin d'une conseillère financière? C'est une affaire de famille. C'est devenu une affaire commerciale lorsque vous avez attendu de moi que je finance votre mode de vie indéfiniment, ai-je répondu. Me surprenant moi-même par ma directivité. Ce sont mes conditions. C'est à prendre ou à laisser. Après une longue pause, d'accord. Samedi à 14 h. Le parc était un terrain neutre, suffisamment public pour qu'un scandale soit improbable, mais avec suffisamment d'espace privé pour une conversation sérieuse. Janet avait accepté de se joindre à nous, apportant son expertise professionnelle à ce qui serait inévitablement une discussion émotionnelle. Le samedi est arrivé, lumineux et dégagé. Sophia a proposé de venir pour m'apporter un soutien moral, mais j'ai refusé. Je dois gérer ça moi-même, lui ai-je dit. Mais je t'appelle juste après. J'ai aperçu mes parents assis sur un banc près de l'étang, l'air tendu. À ma surprise, Lucas n'était pas avec eux. Papa s'est levé quand il m'a vu approcher, le soulagement visible sur son visage. Maman est restée assise, son expression indéchiffrable. Mario, a dit papa en m'étreignant maladroitement. Merci d'être venu. Maman ne s'est pas levée et n'a salué d'aucune façon. Elle a regardé derrière moi, balayant la zone du regard. Où est cette personne de la finance? Je ne vois personne. Janet nous rejoint ici à 14h15, ai-je expliqué. Je voulais quelques minutes juste avec vous deux d'abord. Comme c'est attentionné, a dit maman,
le sarcasme goûtant de chaque syllabe. Après avoir ignoré nos appels pendant des jours. Teresa a averti papa, puis il s'est tourné vers moi. Mon fils, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Le paiement de l'hypothèque a 20 jours de retard maintenant. Nous avons reçu un avis de la banque concernant une saisie possible si nous ne rattrapons pas notre retard. Je suis désolé pour cela, ai-je dit sincèrement. J'aurais dû vous prévenir avant d'arrêter les paiements. C'était une erreur de ma part. Maman a snobé. Alors, tu admets que tu avais tort. Bien. Maintenant, quand vas-tu reprendre les paiements? La question directe m'a pris au dépourvu, bien qu'elle n'aurait pas dû. Je ne vais pas les reprendre, maman. C'est ce que nous sommes venus discuter, une transition pour que toi et papa deveniez à nouveau financièrement indépendants. Son visage s'est empourpré de colère. Après tout. S'il te plaît, ne commence pas avec « après tout ce qu'on a fait pour toi », les jeux interrompus d'une voix ferme mais calme. J'en conviens, vous m'avez élevé. Je vous en suis reconnaissant. Mais cela ne m'oblige pas à vous entretenir indéfiniment en tant qu'adulte. Nous sommes tes parents, a-t-elle sifflé. C'est un engagement à vie. Oui, vous êtes mes parents et je vous aime, mais l'arrangement financier que nous avons eu ces 6 dernières années n'est sain pour aucun de nous. Il a créé de la rancœur et un sentiment de droit au lieu de la gratitude et de l'indépendance. Un sentiment de droit. Maman a presque craché le mot. Est-ce que c'est ce que ta copine thérapeute t'a raconté? Que nous nous croyons tout permis? J'ai pris une profonde inspiration, refusant de mordre à l'hameçon. Cela n'a rien à voir avec Sophia. Il s'agit de nous. Du fait que j'ai porté le fardeau financier de notre famille tout en étant traité comme si je ne faisais pas assez. Papa a posé une main retenante sur le bras de maman alors qu'elle ouvrait la bouche pour répliquer. Écoutons-le, Teresa. Merci, papa, ai-je dit, reconnaissant pour l'intervention. Facile à dire pour toi, a marmonné maman. Tu n'as aucune idée de la difficulté à notre âge. En fait, si, ai-je répondu calmement. C'est pourquoi j'ai fait venir Janet. Elle est spécialisée dans les transitions de carrière en milieu de vie et le redressement financier. Elle a aidé des dizaines de personnes dans des situations similaires à la vôtre. Comme sur commande, Janet s'est approchée, professionnelle dans son costume bleu marine, tenant un dossier en cuir. J'ai fait les présentations, notant la poignée de main froide de maman et celle, nerveuse, de papa. Merci de me rencontrer, a commencé Janet, d'un ton chaleureux mais professionnel. Mario m'a fait part de quelques détails sur votre situation financière, et je pense pouvoir vous aider à créer une voie durable pour l'avenir. Nous n'avons pas besoin de conseils financiers, a tranché maman. Nous avons besoin que notre fils honore ses engagements envers sa famille. Janet n'a pas flanché. Madame Acosta, je comprends que ce soit une situation stressante, mais d'après les informations que j'ai examinées, l'arrangement actuel ne sert les intérêts fondamentaux de personne. Mario a fourni plus de 120 000 $ de soutien direct au cours des 6 dernières années, plus d'autres dépenses non calculées. Les yeux de maman se sont agrandis et elle a regardé papa, qui semblait tout aussi choqué. Malgré le fait que j'ai mentionné ce chiffre lors de notre dispute, cela ne leur avait manifestement pas percuté l'esprit. Ce niveau de soutien, a poursuivi Janet, a considérablement impacté la santé financière et la sécurité future de Mario. Pendant ce temps, cela ne vous a pas aidé, vous et Monsieur Aosta, à établir votre indépendance ou à résoudre les problèmes sous-jacents de votre situation financière. Alors, il nous coupe simplement les vivres, a demandé papa, la voix tendue. Après tout ce temps? Pas du tout, a répondu Janet. Ce que je propose, c'est un plan de transition structuré. Mario maintiendrait un soutien limité pendant 6 mois pendant que vous mettez en œuvre des étapes spécifiques vers l'indépendance financière. Je travaillerai avec vous chaque semaine pour vous assurer des progrès et surmonter les obstacles. Elle a ouvert son dossier et a étalé les imprimés d'un plan détaillé, incluant des opportunités d'emploi potentielles pour tous les deux. Une restructuration budgétaire et des stratégies de gestion de la dette. Alors que papa se penchait en avant avec intérêt, maman a croisé les bras bien fort sur sa poitrine. C'est insultant, a-t-elle déclaré. Être traité comme des enfants financiers par notre propre fils. Maman, ai-je dit doucement. Il y a 6 ans, tu as promis que ce serait temporaire. Juste le temps que papa trouve un travail, as-tu dit. C'était il y a 72 mensualités d'hypothèque. Papa a baissé les yeux,
la honte évidente dans ses épaules affaissées. Il a raison, Teresa. Nous avons profité de la situation. Maman s'est retournée vers lui. Profiter? Comment peux-tu dire ça? Après tout ce qu'on a sacrifié pour lui en grandissant. Les vacances qu'on n'a pas prises, la deuxième voiture qu'on n'a pas achetée. On lui a tout donné. Et je rembourse cette générosité depuis 6 ans, ai-je dit. Mais cela doit s'arrêter un jour. J'ai ma propre vie à construire, mon propre avenir à sécuriser avec elle. Maman a eu un rictus méprisant. C'est elle qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Sophia ne veut pas que son argent serve à soutenir ta famille. C'est mon argent, maman. Et Sophia ne s'est jamais plainte une seule fois que je vous soutienne. Elle s'inquiète seulement de l'impact émotionnel que cela a sur moi, sur nous tous. L'impact émotionnel, a raillé maman. Depuis quand es-tu devenue si sensible? Janet est intervenue avec fluidité. Madame Aosta, le stress financier impacte les relations de manière profonde. Ce que je vois ici, c'est une famille en crise, pas seulement un problème financier. Le plan que je propose aborde ces deux aspects. Pendant l'heure qui a suivi, Janet a détaillé ses recommandations. Papa a posé des questions judicieuses et a pris des notes. Maman a alterné entre un silence maussade et des remarques acerbes. C'était épuisant, mais nécessaire. Enfin, Janet a refermé son dossier. Je vais vous envoyer à tous les deux le plan complet par email. Prenez le temps de le revoir, et nous pourrons nous revoir la semaine prochaine pour répondre à vos questions ou inquiétudes. Alors que Janet remballait ses affaires, papa s'est tourné vers moi. Mon fils, je veux que tu saches que je suis désolé pour tout. Pour avoir laissé cette situation durer si longtemps sans rien dire, pour ne pas m'être interposé quant à mère. Enfin. J'aurais dû être plus fort. Ces excuses, inattendues et sincères, m'ont pris au dépourvu. Merci, papa. Cela compte beaucoup. Maman s'est levée brusquement. Si nous avons terminé ici, Franck, j'aimerais rentrer à la maison. J'ai mal à la tête. En fait, maman, ai-je dit, il y a une dernière chose, mes conditions pour tout soutien continu. Des conditions, a-t-elle répété, incrédule. Oui. Premièrement, j'ai besoin que tu reconnaisses que ce que tu as dit il y a 2 semaines était blessant et inapproprié. Sors d'ici et ne reviens jamais n'est pas une chose qu'on dit à quelqu'un qui vous soutient depuis 6 ans. Elle a serré les lèvres très fort. Deuxièmement, j'ai besoin de respect pour ma relation avec Sophia. Fini les remarques acerbes ou les accusations. Maman a détourné le regard, refusant de croiser mes yeux. Et enfin, j'ai besoin de votre engagement à suivre le plan de Janet. Si vous n'êtes pas prêt à travailler vers l'indépendance, alors je ne peux pas continuer à vous soutenir, même temporairement. Et si nous n'acceptons pas ces conditions, a demandé maman, la voix dangereusement calme. Alors vous devrez trouver une autre solution pour votre situation financière, ai-je dit simplement. Le choix vous appartient. Papa a posé sa main sur l'épaule de maman. Nous allons y réfléchir, mon fils. Et nous te tiendrons au courant. Alors qu'il s'éloignait, je ne pouvais pas dire si nous avions fait des progrès ou simplement creusé le fossé. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de m'être affirmé. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était une victoire qui méritait d'être célébrée. La semaine qui a suivi notre réunion dans le parc a été tendue. Maman a gardé un silence radio complet, mais papa m'envoyait des nouvelles quotidiennes par SMS. Il avait postulé à 3 emplois. Il avait parlé avec Janet pour restructurer leur budget. Il avait mis en vente une partie de sa collection de disques vintage sur une plateforme en ligne. Des petits pas, mais significatifs. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était la réaction de maman au plan de transition. Son silence en disait long. Après des années de manipulation émotionnelle, elle avait perdu son principal levier et se retranchait dans une résistance obstinée. Je me demandais si elle finirait par revenir à de meilleurs sentiments ou si c'était le début d'un éloignement permanent. Cette pensée me faisait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Malgré tout, elle était toujours ma mère. Je me souvenais encore d'elle me chantant des berceuses quand j'avais des cauchemars, m'apprenant à faire du vélo, rayonnante de fierté lors de ma remise de diplôme universitaire. Ces souvenirs coexistaient avec la manipulation et le sentiment de droit. Les deux versions de ma mère étaient réelles. 10 jours après notre réunion, papa a appelé au lieu d'envoyer un SMS. Sa voix semblait différente,
plus dynamique que ce que j'avais entendu depuis des années. J'ai trouvé un travail, a-t-il annoncé sans préambule. Assistant manager chez Burlington Coat Factory. Ce n'est pas l'imprimerie, mais c'est de la gestion de commerce de détail, ce dans quoi j'ai de l'expérience. Avantages sociaux après 90 jours, et le salaire est correct pour un temps partiel. Papa, c'est fantastique. Ai-je dit, véritablement ravi. Quand penses-tu commencer? Lundi. 25 heures par semaine pour commencer, avec la possibilité d'un plein temps après 3 mois. La fierté dans sa voix était inconfondable. Je voulais que tu sois le premier à le savoir. Je suis vraiment fier de toi, lui ai-je dit. Comment maman le prend elle? Son hésitation m'a tout dit. Elle s'adapte à l'idée. Oh, tu connais ta mère. Le changement est difficile pour elle. A-t-elle cherché du travail de son côté, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Pas encore. Mais elle a rencontré Janet hier pour discuter des options. C'est un progrès, n'est-ce pas? C'était quelque chose au moins, définitivement un progrès. Et Lucas, du nouveau pour lui. Papa a soupiré. Il ne prend pas très bien la nouvelle situation. Apparemment, il avait un projet commercial sur lequel il comptait que ta mère et moi financions. Quand nous lui avons dit que ce n'était plus possible, il a commencé à parler de déménager à Los Angeles pour poursuivre sa musique. J'ai retenu une remarque sarcastique sur la carrière musicale perpétuellement imminente de Lucas. Peut-être que l'indépendance lui ferait du bien à lui aussi. Peut-être, a convenu papa, sans paraître convaincu. Écoute, mon fils, il y a autre chose. Ta mère n'est peut-être pas prête à le dire, mais moi je le suis. Je suis désolé pour tout, pour avoir laissé la situation dégénérer à ce point, pour ne pas avoir été le père que tu méritais ces dernières années. Sa voix s'est légèrement brisée, et j'ai senti ma propre gorge se serrer. Papa, non. Laisse-moi terminer. J'étais déprimé après l'échec de l'entreprise. Vraiment déprimé. Je me sentais comme un raté en tant que soutien de famille, en tant qu'homme. Quand tu es intervenu pour aider, ce fut un soulagement au début, mais ensuite c'est devenu. Je ne sais pas, plus facile de te laisser tout porter, d'abandonner mes responsabilités. Ce n'était pas juste envers toi. Merci de dire cela, ai-je réussi à articuler, l'émotion nouant ma voix. Cela compte énormément. Je veux arranger les choses, Mario, avec toi, avec ta mère, avec moi-même. Ce travail n'est que le début. Je vais me remettre sur mes 2 pieds. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un long moment, assimilant la conversation. L'honnêteté de mon père avait brisé quelque chose en moi. Une porte vers le pardon dont je ne me rendais pas compte qu'elle était fermée à double tour. S'il pouvait reconnaître ses erreurs et prendre des mesures pour changer, peut-être y avait-il de l'espoir pour notre famille après tout. Les 2 semaines suivantes ont apporté d'autres développements positifs. Papa a commencé son nouvel emploi et s'y épanouissait, rentrant à la maison avec des histoires sur les clients et ses collègues, renouant enfin avec la vie. Maman, selon les rapports de papa, avait commencé à travailler à contre-cœur avec Janet sur son CV et avait même postulé pour un poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire local. Puis est arrivé le SMS que j'attendais et redoutais à la fois, ta mère aimerait parler. Peux-tu venir dîner dimanche? Juste toi, pas Sophia, s'il te plaît. L'exclusion de Sophia a immédiatement levé des drapeaux rouges, mais papa m'a assuré que c'était parce que maman voulait parler en privé, de famille à famille. Après en avoir discuté avec Sophia, qui m'a encouragé à y aller malgré ses réserves, j'ai accepté. La maison semblait différente quand je suis arrivé, plus propre, mieux organisée. Les meubles coûteux que maman avait achetés n'étaient plus là, remplacés par des pièces plus simples que je ne reconnaissais pas. Nous avons vendu beaucoup de choses, a expliqué papa en suivant mon regard. Cela faisait partie de la restructuration budgétaire suggérée par Janet. Il s'avère que nous n'avions pas besoin de la moitié de ce que nous avions. Maman était dans la cuisine en train de remuer une casserole de sa sauce tomate maison. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière moins intimidante. Quand elle m'a vu, elle s'est essuyé les mains nerveusement sur son tablier. Mario, a-t-elle dit, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. Merci d'être venu. Le dîner a été calme, aucun de nous ne sachant trop comment combler le gouffre qui s'était ouvert entre nous. Papa a discuté de son travail, j'ai partagé quelques détails sur un projet au travail, et maman est restée principalement silencieuse,
me observant avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à décoder. Enfin, alors que papa débarrassait les assiettes, maman a croisé les mains sur la table. « J'ai été injuste envers toi », a-t-elle dit brusquement. « Depuis longtemps maintenant. Ton père m'a aidé à le voir. J'ai failli lâcher mon verre d'eau sous le choc. En 33 ans, je n'avais jamais entendu ma mère admettre avoir tort sur quoi que ce soit. Quand l'entreprise de ton père a coulé, a-t-elle poursuivi, j'étais terrifié. Nous n'avions pas d'épargne, des montagnes de dettes et aucune perspective. Quand tu as proposé d'aider, cela nous a semblé être une intervention divine. Mais ensuite... » Elle s'est interrompue, regardant ses mains. « C'est devenu une habitude, ai-je fini pour elle. » Elle a hoché la tête lentement. « Oui, une exigence. Un dû. Je me disais que c'était ton devoir en tant que fils, que nous le méritions après t'avoir élevé. Mais ce n'était ni bien ni juste. Non, ce ne l'était pas, ai-je convenu, sans méchanceté. Le fait que ton père retrouve ce travail. Cela a changé quelque chose. Le voir à nouveau enthousiasmé par la vie, contribuer à nouveau. Cela m'a fait réaliser à quel point nous étions tombés bas, à quel point nous étions devenus dépendants de toi au lieu de compter sur nous-mêmes. » Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas doué pour les excuses, Mario. Je ne l'ai jamais été. Mais je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je t'ai traité, pour tout. C'étaient les mots que je pensais avoir besoin d'entendre, pourtant ils me semblaient insuffisants par rapport à des années de manipulation et à ce rejet final explosif. Merci de dire cela, ai-je dit prudemment. C'est un début. Un début ? A-t-elle répété, une lueur de son ancienne attitude défensive refaisant surface. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi, Mario ? Du sang ? Papa est revenu de la cuisine, captant le changement de ton. Teresa, a-t-il dit d'un ton d'avertissement. Nous en avons parlé. Elle a pris une profonde inspiration, se reprenant visiblement. Tu as raison. Je suis encore désolé. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour nous tous, maman, ai-je dit, mais nécessaire. Je sais, et j'essaie. J'ai eu un entretien hier au cabinet dentaire. Je pense que ça s'est bien passé, a-t-elle offert avec un petit sourire. Le dentiste a dit qu'il était impressionné par mon expérience administrative. C'est une excellente nouvelle, ai-je encouragé. J'espère que tu l'auras. Si je l'ai, a-t-elle continué, et avec le travail de ton père, nous devrions être en mesure de payer l'hypothèque nous-mêmes d'ici 2 mois. Janet nous a aidés à créer un budget. Elle a désigné une feuille de calcul affichée sur la porte du réfrigérateur, codée par couleur et détaillée. Je suis impressionné, ai-je dit honnêtement. C'est un progrès significatif en très peu de temps. Nous avons aussi parlé à Lucas, a ajouté papa en se rassoyant. Vraiment parler de responsabilité, d'indépendance, de son avenir. Ce n'était pas une conversation facile. J'imagine que non, ai-je dit, me souvenant de l'attitude privilégiée de mon frère. Il déménage la semaine prochaine, a dit maman, me surprenant à nouveau. Pour partager un appartement avec 2 amis. Ils s'engagent tous à trouver des emplois stables d'ici 30 jours, sinon ils perdent leur chambre. Les changements étaient plus substantiels que ce que j'avais osé espérer. Mes parents ne faisaient pas qu'accepter le plan de transition, ils l'embrassaient, prenant en main leur situation pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas parfait. Les excuses de maman s'accompagnaient de réserves, et les vieilles habitudes ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais c'était un début véritable. J'ai réfléchi à l'hypothèque, ai-je dit, prenant une décision. Je vais la couvrir pendant encore 3 mois, vous donnant à tous les 2 le temps de vous installer dans vos emplois et de vous constituer une petite épargne. Après cela, ce sera entre vos mains, et j'aiderai Lucas avec son premier mois de loyer comme cadeau de nouveau départ. Le soulagement sur leur visage était palpable. Pas cette exigence à laquelle je m'étais habitué, mais une gratitude sincère pour une forme d'aide définie et limitée. Merci, mon fils, a dit papa en me serrant la main par-dessus la table. Pour tout, pour ne pas avoir abandonné, même quand nous t'en avions donné toutes les raisons. Maman a hoché la tête, les yeux définitivement humides. Nous ne méritons pas ta générosité, mais nous l'apprécions plus que nous ne pouvons le dire. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai senti un poids se soulever. Pas complètement disparu où il y aurait des revers, des anciens schémas qui referaient surface, des moments de doute et de frustration de part et d'autre.
mais une famille qui avait été lentement empoisonnée par la dépendance financière et la manipulation émotionnelle faisait ses premiers pas vers la guérison. Sophia m'attendait, blottie sur le canapé avec un livre qu'elle a mis de côté quand je suis entré. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé en observant mon visage. Je m'assis à côté d'elle, prenant sa main dans la mienne. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup mieux. Ils sont réellement en train de changer, Sophia. Ils prennent leurs responsabilités, ils font des projets. C'est merveilleux, a-t-elle dit, une joie sincère dans la voix. Je suis si fier de toi pour avoir tenu bon. Je sais à quel point c'était difficile. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, lui ai-je dit honnêtement. Ton soutien, ta perspective. Tu m'as aidé à voir ce que je ne pouvais pas voir tout seul. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Partenaire. Le mot sonnait juste. Alors que je tenais Sophia contre moi, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, j'envisageais l'avenir avec espoir plutôt qu'avec appréhension. Un avenir où je pourrais avoir une relation avec ma famille basée sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation financière. Un avenir où Sophia et moi pourrions construire notre vie ensemble sans l'ombre des exigences de ma famille au-dessus de nos têtes. Ce ne serait pas parfait, rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais, mais ce serait honnête, réel et à nous, et c'était suffisant. 6 mois ont passé dans un tourbillon de changements positifs. Papa a été promu au statut de plein temps chez Burlington avec une modeste augmentation et des avantages sociaux complets. Maman a non seulement obtenu le poste de réceptionniste, mais y a excellé, ses compétences naturelles d'organisation et sa présence affirmée faisant d'elle un atout pour le cabinet dentaire. Ils avaient payé chaque mensualité d'hypothèque eux-mêmes pendant 3 mois consécutifs, un fait que papa rapportait fièrement lors de nos appels téléphoniques désormais réguliers du dimanche. Lucas, de manière surprenante, avait conservé sa colocation et trouvé un emploi stable comme technicien du son dans un studio d'enregistrement local. Le travail n'était pas glamour, mais il le connectait à l'industrie de la musique qu'il aimait tout en lui fournissant un revenu stable. Il s'était même excusé auprès de moi, maladroitement mais sincèrement, pour son attitude au fil des ans. J'étais un profiteur, a-t-il admis lors d'un rare appel téléphonique. Tu étais une cible facile parce que tu ne disais jamais non. Ma relation avec Sophia s'est approfondie pendant cette période de reconstruction familiale. Voir son soutien indéfectible pendant les conversations difficiles, ses encouragements doux quand je doutais de moi-même et sa joie sincère à chaque évolution positive confirmaient ce que je savais déjà, elle était la partenaire que je voulais à mes côtés pour la vie. Par un soir d'automne frais, 6 mois jour pour jour après notre confrontation dans le parc, j'ai demandé Sophia en mariage. Pas avec un grand geste ou un spectacle public, mais silencieusement, intimement, dans le petit jardin derrière notre immeuble où nous nous asseyions souvent avec notre café du matin. Elle a dit oui avant même que j'aie fini de demander, des larmes coulant sur son visage, et nous avons passé la soirée à planifier notre avenir ensemble avec ce genre de certitude joyeuse qui ne vient que lorsqu'on a trouvé son âme sœur. Annoncer les fiançailles à mes parents a été le test final de notre relation en guérison. Je les ai invités à dîner dans un bon restaurant, que j'ai insisté pour payer les vieilles habitudes dont la vie dure et Sophia portait sa bague ouvertement. Maman l'a remarqué immédiatement, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle regardait alternativement entre nous. « Est-ce que c'est ce que je pense que c'est ?» a-t-elle demandé, la voix soigneusement neutre. « Si tu penses que c'est une bague de fiançailles, alors oui, » a répondu Sophia avec un sourire. Mario m'a fait sa demande la semaine dernière. Il y a eu un moment de tension alors que maman assimilait cette information. L'ancienne Teresa aurait pu réagir avec des remarques passives-agressives sur le fait de ne pas avoir été consultée ou incluse dans les plans de demande, mais la femme assise en face de nous a simplement tendu la main vers celle de Sophia pour examiner la bague de plus près. « Elle est magnifique », a-t-elle dit enfin. « Simple mais élégante, très dans ton style. »« Merci », a répondu Sophia, une vraie chaleur dans la voix. « Félicitations, mon fils », a dit papa en levant son verre d'eau pour un toast. Tu ne pouvais pas choisir une meilleure partenaire. Maman a hésité, puis a levé son verre elle aussi. À Mario et Sophia, que votre vie ensemble soit bénie de joie et de compréhension. Ce n'était pas un enthousiasme débordant, mais c'était une acceptation sincère de la part de ma mère, ce qui représentait un progrès énorme. Après le dîner, alors que nous marchions vers nos voitures, maman m'a pris à part. Je n'ai pas toujours soutenu ta relation, a-t-elle dit doucement. J'étais jalouse de son influence sur toi, menacée par les changements qu'elle inspirait. C'était mal de ma part. Sophia est bonne pour toi.
Elle t'aide à être la meilleure version de toi-même, ce que le vrai amour devrait faire. » Ces mots, inattendus et perspicaces, m'ont mis les larmes aux yeux. « Merci, maman. Cela compte énormément pour moi. » « J'apprends, » a-t-elle dit avec un petit sourire. « Lentement à mon âge, mais j'apprends quand même. » Le processus d'organisation du mariage a révélé à quel point la dynamique de notre famille avait changé. Maman proposait des suggestions plutôt que d'exiger des choses, respectait nos décisions même lorsqu'elles différaient de ses préférences, et travaillait harmonieusement avec les parents de Sophia sur les responsabilités partagées. Lorsque j'ai proposé d'aider mes parents avec certains des coûts traditionnels, papa a fermement refusé. « Nous avons budgétisé pour cela », a-t-il insisté. « C'est important pour nous de contribuer à ton mariage en tant que tes parents, et non comme tes dépendants. » La distinction était significative. Il voulait donner depuis une position de force et d'indépendance, pas d'obligation ou d'exigence. C'était la relation la plus saine que nous ayons eue de toute ma vie d'adulte. Le mariage lui-même a été tout ce que nous espérions, intime, joyeux, centré sur notre engagement plutôt que sur des démonstrations extérieures. Pendant la réception, papa a porté un toast qui a ému la salle aux larmes. « Regardez mon fils devenir l'homme qu'il est aujourd'hui a été le plus grand privilège de ma vie », a-t-il dit, la voix nouée par l'émotion. « Mario, tu m'as appris à quoi ressemble la vraie force. Pas la fausse fierté qui empêche un homme d'admettre ses échecs, mais le vrai courage de rester ferme dans ses valeurs, même quand c'est difficile. La leçon est venue plus tard dans la vie qu'elle n'aurait dû. Mais je t'en suis éternellement reconnaissant. » En regardant autour de nous nos proches rassemblés aux Sophia rayonnantes à mes côtés, mes parents se soutenant l'un l'autre, au sens propre comme au figuré, Lucas sobre et présent dans l'instant plutôt que de consulter son téléphone, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage avait été douloureux, les confrontations inconfortables, mais le résultat valait chaque moment difficile. Dans les mois qui ont suivi le mariage, Sophia et moi avons commencé à chercher une maison, prévoyant la famille que nous espérions fonder. Mes parents ont poursuivi leur chemin vers l'indépendance financière, prenant même des vacances modestes entièrement payées sur leurs propres économies. Nos dîners du dimanche sont devenus une tradition précieuse, incluant occasionnellement Lucas lorsqu'il ne travaillait pas sur des événements le week-end. La transformation n'a pas été sans revers. Maman retombait parfois dans de vieux schémas de manipulation sous le coup du stress. Papa avait des moments de passivité qui nous frustraient, maman et moi. Il m'arrivait parfois de me surprendre à revenir au rôle de sauveur financier avant de me reprendre. Mais ces régressions sont devenues moins fréquentes et moins sévères mesure que nous restions tous engagés dans des schémas plus sains. Un an après ce dîner fatidique où maman m'avait dit de sortir et de ne jamais revenir, nous nous sommes tous réunis chez mes parents pour célébrer leur 35e anniversaire de mariage. Alors que nous partagions des souvenirs et des rires, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru ensemble et aux leçons que j'avais apprises en cours de route. Tout d'abord, la compréhension que le véritable amour exige des limites saines. Sans limite, la générosité devient de l'exploitation. La gratitude devient un sentiment de droit et les relations deviennent transactionnelles plutôt que nourricières. Poser des limites n'était ni égoïste ni cruel, c'était nécessaire pour une connexion authentique. J'avais aussi appris la douloureuse vérité selon laquelle les schémas familiaux ne changent pas sans inconfort. Le statu quo, aussi dysfonctionnel soit-il, possède une force de gravité puissante. S'en libérer demande du courage, de la persévérance et la volonté d'endurer une douleur temporaire pour une santé à long terme. Si je n'étais pas resté ferme lors de cette réunion dans le parc, si j'avais cédé à la culpabilité et à l'obligation comme je l'avais fait tant de fois auparavant, rien n'aurait changé. Peut-être plus important encore, j'ai découvert que le soutien financier, bien que parfois nécessaire et approprié, ne peut remplacer la croissance émotionnelle ou la responsabilité personnelle. En sauvant constamment mes parents des conséquences de leurs choix financiers, je leur avais refusé l'opportunité de développer leur propre résilience et leurs propres ressources. Mon aide était devenue une forme subtile de préjudice. Alors que je regardais mon père remplir les verres de vin de tout le monde, un vin de prix modeste mais de bonne qualité qu'il avait fièrement sélectionné, j'ai réalisé que le plus beau cadeau que j'avais offert à ma famille n'était pas les mensualités d'hypothèque ou autre assistance financière. C'était le cadeau des conséquences, de la responsabilité, de la chance de récupérer leur dignité en se tenant à nouveau sur leurs deux pieds. Un toast, ai-je dit en levant mon verre. Aux secondes chances et au nouveau départ. Au courage de changer, même quand le changement est terrifiant. Et à la famille, non pas comme une obligation, mais comme un choix que nous faisons chaque jour, de nous aimer les uns les autres avec honnêteté et respect.
À la famille, on répétait tous les vers en trinquant dans la lumière chaude du soir. Plus tard, alors que Sophia et moi rentrions en voiture, elle a posé doucement sa main sur mon genou. « Tu sais ce dont je suis le plus fier ?» a-t-elle demandé. « De la façon dont tu as réussi à poser des limites sans brûler les ponts. C'est rare, Mario. La plupart des gens restent piégés dans des schémas toxiques ou coupent les ponts complètement. Tu as trouvé une voie médiane. » Son observation a cristallisé quelque chose que je ressentais sans réussir à l'articuler. Le chemin parcouru n'avait pas consisté à fuir ma famille ou à les changer pour répondre à mes préférences. Il s'était agi de créer une relation où chacun de nous pouvait être soi-même, de manière authentique, avec honnêteté, respect mutuel et des attentes appropriées. Alors que nous nous engagions dans notre allée, le téléphone de Sophia a vibré sous un SMS. Elle a souri en le lisant. « Ta mère veut savoir si nous sommes libres pour déjeuner demain, juste nous deux. Elle veut mon avis pour redécorer leur salon. » J'ai ri, émerveillé par le chemin parcouru. Dis-lui oui, et dis-lui que je l'aime. Certains pourraient regarder notre histoire familiale et n'y voir que du conflit et de la douleur. Mais j'y vois quelque chose de différent, la croissance douloureuse mais nécessaire qui a transformé une famille se noyant dans des schémas malsains en individus qui se choisissent librement, sans obligation ni rancœur. Cela n'a pas été facile et c'est encore un travail en cours. Mais la connexion authentique que nous partageons maintenant vaut chaque moment difficile traversé en chemin. Si vous luttez avec des dynamiques familiales similaires, rappelez-vous que poser des limites n'est pas synonyme de rejet. Il s'agit de créer les conditions où l'amour véritable peut s'épanouir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'arrêter d'encourager les comportements qui le maintiennent piégé dans la dépendance. Le vrai amour donne du pouvoir. Il ne diminue pas. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Comment cela a-t-il changé votre relation? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ces luttes, et qu'avec du courage et de la persévérance, la guérison est possible pour chaque famille. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je vous souhaite de la force et de la sagesse dans votre propre cheminement vers des relations plus saines.